Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ah, ça marche un peu mieux avec ta voix. Cool. Spoiler alert, je ne m'appelle pas Navid, mon nom n'était pas écrit, mais je présenterai aujourd'hui avec Navid la rétrospective et notre rapport à l'erreur. Donc nous aujourd'hui, notre intention, ça va être Vous avez une place devant. Ouais, juste ici si vous voulez. Vous inquiétez pas, on ne fait pas monter sur scène ni rien, donc... notre intention dans cette conférence, c'était un petit peu de discuter du rapport qu'on peut avoir avec l'erreur quand on est dans des équipes agiles, le rapport qui n'est pas forcément sain dans les entreprises, et d'essayer de vous donner une autre perspective et des billes pour vous aider vous-même ou vos équipes à prendre un peu de recul et discuter avec vos erreurs. Donc tout ça, on va le faire au travers de la rétrospective, parce que nous, on est pour l'agile, on ne croit pas à la mort de l'agile, et on pense que la rétrospective, c'est un super outil pour justement parler de l'erreur. Et donc avec moi aujourd'hui, co-animera Navid, qui adore lire les livres et qui raconte beaucoup d'histoires. Et vous avez sûrement travaillé avec des personnes qui sont très motivantes, qui ont beaucoup d'énergie. Et quand vous faites des brainstorming avec ces personnes-là, elles viennent avec plein d'idées. Si vous voulez retrouver ces trois qualités chez une personne, vous allez les retrouver chez Emeline. Et je vous parle d'expérience. Et donc, du coup, voilà, on sera là tous les deux à partager cette conf avec vous. Merci pour ce petit feedback, je m'y attendais pas, c'est sympa. Je t'en prie. Puis on voulait aussi remercier donc, déjà les orgas d'Agile Tour parce qu'on sait, pour moi-même je suis organisatrice d'Agile Pays Basque et je sais que c'est pas évident d'organiser des Agile Tours. Oui, spoiler alert, ça revient bientôt, on communiquera bientôt dessus. Donc un grand merci et merci à tous les sponsors parce que sans eux on ne pourrait pas être tous là aujourd'hui. Donc voilà, grand merci et puis merci à vous aussi d'être là si nombreux dans la salle, même s'il fait un peu chaud, mais on va être bien. Eh bien, nous allons commencer par vous proposer un jeu. On va vous poser des questions. Et chaque fois qu'on vous pose une question, en fonction de votre réponse, vous taperez une fois ou le nombre de fois nécessaire dans la main. Ça vous va? Première question. Première question, elle est écrite ici. Qui a pris un café depuis la pause déj? Qui a pris 2 cafés? D'accord. 3 cafés? Ok. Qui a déjà eu une rétrospective et a eu envie de dormir pendant cette rétrospective? Ah, il y a plus d'applaudissements. Bon, voilà, très bien. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de ça. Et en plus, Navid, qui adore raconter des histoires, va vous bercer avec ses histoires. Bon, je pense que vous êtes prêts pour une histoire. Et pour ça, ce que je vais vous demander de faire, c'est un saut dans le temps. Nous allons nous retrouver tout de suite dans 1991. Et en 1991, vous savez que nous avons déjà dépassé la barrière des 100 mètres, vous savez le mec qui court, 100 mètres en moins de 10 secondes. En 1991, nous avons déjà brisé le mur du son. Et en 1991, nous avons déjà atterri, nous avons déjà mis un pied sur la Lune. Et alors là, l'humanité, elle regarde quoi? Elle regarde les étoiles. Et elle se pose la question suivante, est-ce que dans l'univers, il y a d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, ou tout simplement, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et là-dessus, en fait, pour répondre à cette question, arrive un personnage qui s'appelle Andrew Lynn. C'est un astrophysicien britannique. Il vient de faire une découverte fascinante. Et en fait, il vient de répondre à cette question, est-ce qu'il y a d'autres planètes en dehors de notre système solaire? Et donc, ses recherches sont publiées dans différentes revues scientifiques, si bien qu'il est invité par the American Astronomical Society. Je l'ai fait une fois, je ne la referai pas. American Astronomical Society pour faire un speech, et c'est en janvier 1992. Seulement voilà,
Donc, il a découvert cette étoile, la PSR 1829-10. Vous voyez, elle est là, vous la reconnaissez. Et donc, il arrive à cette conférence, sauf que une semaine avant cette conférence, speech qu'il a donnée, il se passe quelque chose. Et son équipe lui informe d'une nouvelle découverte qu'il vient de faire. Et il arrive à la conférence avec ce truc-là sous le bras. Donc vous imaginez la scène, plein de scientifiques assis là, des journalistes, des astrophysiciens, etc. Andrew Lean arrive et commence par son speech en disant « Mesdames et messieurs, je me suis planté. Plus de planètes extra-système solaire. Elle n'existe plus. Celle que je vous avais dit, elle a tout simplement disparu. » Silence cosmique dans la salle. Un peu comme ici, là, vous êtes très silencieux. Silence, et à ce moment-là, quelques personnes commencent à applaudir. Puis d'autres, et d'autres encore. Et à ce moment-là, torrent d'applaudissements. Même plus que ça, il a droit à un standing ovation. Vous voyez ce que c'est qu'un standing ovation? Non, alors attendez. On parle de science là, n'est-ce pas? Expérimentation, observation, etc. Donc, on fait une expérience scientifique. Allez. On va vous demander de nous montrer, ceux qui ont secoué la tête comme ça, ce que c'est qu'un standing ovation. Allez, montrez-nous ça. Standing ovation. Excellent. Merci. Je vous invite à vous rasseoir. On peut appeler ça une expérience concluante. La question est, pourquoi Andrew Lean a eu droit à un standing ovation? Cette question, je te la confie, Emeline, on la garde de côté et on vous répond tout à l'heure. Et on voulait donc du coup vous parler aujourd'hui du rapport à l'erreur au travers de la rétrospective, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Petit back to basic sur la rétro. Donc elle permet de réfléchir à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité des équipes, inspecter, et surtout elle permet de discuter de ce qui s'est bien passé et des problèmes rencontrés. Aujourd'hui, en rétro, on va souvent, on doit en fait regarder l'écart entre ce qui était prévu et ce qui s'est réalisé. Et on peut observer souvent qu'il y a 3 types d'écarts. On va avoir par exemple dans le cas où une équipe a livré les US qui étaient prévus, mais elle l'a fait dans la douleur. Et là, ça va plutôt être de la recherche d'amélioration, parce qu'on a réalisé ce sur quoi on s'était engagé. Mais pour aller un petit peu plus loin, pour cranter, on va essayer de s'améliorer. Par exemple, une équipe qui par contre a livré des US et qui avait plein de bugs en production, là on peut plutôt le matérialiser par une erreur. Donc ok, on a livré, mais on est partiellement content par ce qu'on a fait, parce que c'est pas forcément parfait et on pourrait faire mieux. Et le 3e cas, là c'est la cata, c'est on est à la fin du sprint et on n'a rien livré. Donc là, tout le monde est pas content, le PO il se fait taper dessus, les développeurs ils font grise mine, et on entend en rétro que les US n'étaient pas clairs, et on entend en rétro, on en entend en rétro tout le temps. Et d'ailleurs, à ce propos, moi je voulais vous partager un truc, c'est aujourd'hui, souvent en rétro, on va utiliser la forme. On a plein de formes de rétro qui sont arrivées avec la gamification, etc. Mais est-ce que parfois on n'oublie pas un petit peu le fond? Vraiment creuser les choses et essayer de voir où est-ce qu'on est, dans quel écart on est aujourd'hui en rétro. Est-ce qu'on est, on a fait un échec, on a fait une erreur, est-ce qu'on doit s'améliorer, aller plus loin, cranter? Là, ça va vraiment être l'exercice qui est important que vous essayez de faire avec vos équipes ou vous-même, d'essayer de voir où est-ce qu'on est en rétro et de se poser cette question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, donc pareil, à main levée par exemple, d'être en rétro. Donc vous avez fait votre sprint, vous savez qu'il y a eu des gros blocages et personne n'aborde le sujet je ne sais pas, par exemple, il y a une US qui est passée sans PR et elle part en prod, il y a un gros bug, tout le monde le sait, mais personne ne l'aborde en rétro. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, où il y a des choses qui sont faites en sprint et en rétro, on ne les aborde pas. Et moi, j'avais une question pour toi, Navid. À ton avis, pourquoi, parfois en rétro, on n'aborde pas les discussions profondes? Voilà une question très intéressante. En fait, pour moi, c'est
parce que ça a quelque chose à voir avec notre rapport à l'erreur. Comment est-ce que nous percevons l'erreur? Des erreurs, moi j'en fais plein. Je suis sûr que vous en faites aussi. Et le truc vraiment super, c'est que en fait, nous allons continuer à faire des erreurs. Et nous nous en sortons tellement bien avec ça, que nous avons même une expression pour ça, et nous l'employons très souvent, c'est « l'erreur est humaine ». Et cette expression, vous allez la retrouver dans toutes les langues, pratiquement traduite de manière différente, elle existe. La seule chose, c'est que cette expression, elle est super mal employée. Quand on dit « l'erreur est humaine », c'est une manière de dire « oui, en fait, les hommes font des erreurs ». On fait des erreurs, c'est comme ça fait partie d'une sorte de défaut de fabrication pour nous, ou un espèce de bug de programmation. Il y a des devs dans la salle? Oui. Vous voyez ce que c'est qu'un bug de programmation? Voilà. Sauf qu'un bug de programmation, vous arrivez à le réparer, mais l'erreur est humaine. Nous, on le considère que c'est tellement un bug de programmation qu'on ne peut pas s'en débarrasser et que l'homme va continuer à faire des erreurs. Or, c'est tout le contraire. Et là, je vais vous montrer à travers un exemple qu'en fait, l'erreur est un ami. C'est une manière pour nous d'apprendre les choses. Par exemple, lorsque un être humain, un enfant, commence à apprendre à marcher, il tombe presque 2000 fois avant d'apprendre à marcher. D'accord? Qui a des enfants? Vous pouvez lever la main, vous pouvez taper. Voilà, tout pratiquement. Très bien. Et qui a déjà vu, son enfant faire son premier pas? D'accord? Vous vous rappelez ce moment au moment où votre enfant faisait son premier pas? C'est bon? Vous le visualisez? Un enfant qui fait un premier pas, il est souriant. Il y a une espèce de bonheur qui se dégage de lui. J'ai jamais vu un enfant qui fait son premier pas en pleurant. Très rare. D'accord? Toujours souriant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que d'un côté, en fait, vous voyez le père qui est là. D'un côté, il a la sécurité, il a le support et il a l'encouragement. Et face à lui, il y a sa mère qui est là, qui lui tend les bras. Il y a l'invitation, l'incitation, d'accord, la motivation qui l'encourage à venir. Et à ce moment-là, lorsqu'il finit par faire ce premier pas, d'accord, il y a un espèce de bonheur, on le félicite pour avoir fait ce premier pas. Alors ça peut marcher dans l'autre sens aussi, hein, c'est-à-dire que c'est la maman qui peut être dans la sécurité, le support, etc. et le papa dans la motivation. Bon, moi j'ai essayé avec mon fils, ma femme qui envoyait mon fils vers moi, et il a fait un premier pas, mais pivoté, il s'est collé, l'air de dire « je ne tomberai pas dans tes bras, tu peux toujours courir ». Bon, mais en général ça marche. Et donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ça marche parce qu'en fait, il y a un environnement de confiance. Il y a le support, la sécurité d'un côté, la motivation, l'invitation, l'incitation de l'autre côté. D'accord ? On fait quoi? On apprend à marcher. Je vous laisse quelques secondes pour imaginer si on devait apprendre à marcher un peu comme si notre manager nous apprenait à faire notre travail. Vous savez, mets ton pied droit devant, puis mets ton pied gauche. Non, on n'y arriverait pas. Hein. Il n'y a pas ce cadre de confiance. Et alors, une fois qu'on a appris à marcher, et on apprend à parler de la même manière, une fois qu'on a appris à marcher, on arrive à l'école. Vous savez, dans les jeux vidéo, c'est le next level. D'accord? Donc on arrive à l'école. Et là, il y a des bonnes notes, des mauvaises notes, des croix rouges, des croix vertes, des images, etc. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Qui a déjà eu une mauvaise note? Moi, je pourrais lever les deux mains si je n'avais pas le micro. Qui a déjà caché sa copie à ses parents parce qu'il a déjà eu une mauvaise note? Il y en a quand même quelques-uns. Allez, on passe au next level. Écoutez-moi bien cette question. Et en écho entre nous, personne ne saura jamais rien. Qui a déjà signé? Vous savez, les gribouilles à la place des parents.
Ah, je me sens chez moi là. Très bien. Bon, alors on peut parler en toute confiance dans ce cas-là. Et donc, l'enfant arrive à l'école, et donc voilà, les mauvaises notes, et etc. Et les notes, en fait, ça sert à dire quoi? Tu fais une erreur, l'erreur, c'est pas bien, et donc, tu es sanctionné pour ça. D'accord? Et c'est déjà arrivé, moi je parle de cas personnel, moi j'ai jamais été bon en maths. 2 plus 2, 4, et après plus loin, les probabilités laissaient tomber. Et les probabilités étaient très importantes que j'ai 0 en maths. Et donc, du coup, conseil de classe, et là, le prof principal qui explique à mon père, vous savez, votre fils, il est très bien dans les langues, et l'histoire-géographie, et l'économie, etc. Mais il est un peu faible en maths. Retenez bien le mot faible en maths. Erreur, faiblesse. D'accord? C'est une construction dans la tête. Hein. Les gens, on apprend ça et c'est tout au long de notre parcours scolaire, on passe par ça. Et alors, quand on a appris, il y a encore un next level quand on sort de là. Le next level, on arrive au travail. Vous savez, les premiers entretiens. Qui se souvient encore de son premier entretien d'embauche? Ah, très bien. Quelle était votre question préférée? Allez-y. Plus fort. J'ai dit qu'on était entre nous. D'accord. Et il y a une autre question que moi j'aimais bien, c'est... Vas-y. Oh, j'adore celle-là. Exactement. Quelles sont vos qualités et vos faiblesses? Alors, avec 16 ans d'études derrière, parfois 20 ans d'études derrière, vous arrivez avec votre diplôme et la première question qu'on vous pose, quelles sont vos qualités et vos faiblesses? Alors les qualités, on y va tout de suite, pas de problème là-dessus. Pour les faiblesses, on a appris pendant longtemps. Non. Et alors, pour ceux qui ont déjà recruté des personnes, parce que là on se met de l'autre côté de temps en temps, c'est bien. On se met de l'autre côté, et donc, en recrutement, quelles sont les meilleures réponses que vous avez eues? Quels sont vos points faibles? Allez, une ou deux meilleures réponses. Des perles. Pardon? Trop exigeant envers moi-même. Très bien. Quoi d'autre? Mes points forts, donc, sont tes faiblesses? Absolument. D'accord. Quoi d'autre? Moi, j'ai déjà eu mon point faible, c'est du chocolat. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai eu en tant que... Bon. Et donc, du coup, en fait, l'erreur, eh ben, en fait, on veut pas expliquer l'erreur. On veut pas y vivre avec. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on s'explique finalement notre rapport à l'erreur. C'est parce qu'on se dit l'erreur égale faiblesse et les faiblesses, il faut que je les cache. D'accord? Là-dessus, j'ai envie de te passer la main, Evelyne. Comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cet rapport à l'erreur que nous avons? Eh bien, merci Navid pour le passage de relais et cette belle histoire. Vous avez vu, il est très bon storyteller. Hein. Du coup, moi, je vais vous proposer quelques outils pour un petit peu prendre du recul et revoir votre rapport à l'erreur. Tout d'abord, l'idée, ça va être de se dissocier de son erreur. On va essayer de prendre un pas de côté et donc soit vous en tant que personne, soit les personnes que vous accompagnez en rétrospective ou autre, de leur faire prendre ce pas de côté et de vraiment réaliser, verbaliser, visualiser. Vous pouvez même leur montrer l'état actuel et l'état désiré, essayer de discuter sur le fait que le passé appartient à un contexte, à des objectifs, à des informations précises. Donc le moi, le nous, l'équipe appartenait à un contexte, à quelque chose qui appartenait au passé, et de vraiment prendre du recul sur son erreur. Donc Charles Pépin, c'est un livre qui nous a, sur les 3 vertus de l'échec, qui nous a pas mal inspiré pour ce talk, précise qu'il faut bien se distinguer et se dissocier de son erreur et se dire que je ne suis pas mon erreur. Tout à l'heure, Navid, il vous parlait de l'école où on vous dit tu as raté, tu es un raté, en fait. On est des ratés parce qu'on a raté, mais c'est pas vrai, on n'est pas notre erreur. Donc l'idée, ça va vraiment être de vous aider à vous dissocier de vos erreurs en faisant prendre un pas de côté.
et justement de regarder par rapport à l'écart que vous avez entre le prévu et le réalisé, où est-ce que vous vous situez. Et pour ça, on va aller discuter avec notre erreur. On va aller l'analyser. On va prendre le temps de s'arrêter et d'entendre ce qu'elle a à nous dire. Parce que parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en rétro, on a des formats sympas, c'est cool, on s'est marré et tout, mais on va pas vraiment dans le fond du sujet. Et on n'écoute pas, on n'écoute pas notre erreur. Et donc, tu veux réagir ? Oui, elle a bien dit discuter avec son erreur. Hein. On n'a rien mangé d'extraordinaire pendant le déjeuner. Vraiment, discuter avec son erreur, et tu peux y aller pour nous expliquer comment est-ce que je discute avec mon erreur, moi. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, ça va être de regarder en fait dans quel schéma on se trouve. Donc là, ça va être vraiment important quand vous allez être donc dans cet écart qui est soit un échec, une erreur ou une amélioration, d'essayer de regarder où est-ce que vous vous situez. Et donc dans les 3 vertus de l'échec de Charles Pépin, il distingue en fait 2 vertus. On va en parler aujourd'hui de 2 vertus. Ça va être celle donc, de la progression. Donc en rétrospective, on va essayer de regarder si des choses qu'on a mal faites, on va continuer de s'entraîner, d'itérer dessus, de progresser, de s'améliorer. On ne va pas changer de chemin. Donc en fait, on s'est un peu planté, mais on va quand même continuer à progresser et à s'améliorer là-dessus. Ou on va complètement changer de chemin et on va complètement bifurquer. Ça peut être le cas, par exemple, où vous avez sorti une fonctionnalité en prod, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas du tout utilisée. Oups, et du coup, vous allez bifurquer, vous allez faire autre chose. Ou alors, si vous avez sorti quelque chose en prod, comme tout à l'heure on l'évoquait, et qu'il y a des bugs, là, vous pouvez progresser, vous pouvez les améliorer. Donc là, l'important, en fait, dans la prise de recul en rétrospective ou tout autre, parce que là, en fait, aujourd'hui, on parle de rétrospective, mais ça peut être n'importe quel espace où vous vous posez la question avec votre équipe ou avec vous-même sur qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut s'améliorer. Et ça va être de regarder dans quel cas vous vous trouvez à chaque fois et d'essayer de discuter avec l'erreur et de voir, ok, est-ce que là, on a une marge de manœuvre ou est-ce qu'on change complètement, on pivote. Et la force de Scrum et de la rétro, ça va être le timebox. C'est hyper important et hyper pratique parce qu'en fait, dans un timebox de sprints, on va avoir un début et une fin. Du coup, ça va être très facile, très facile de matérialiser le début du sprint et la fin du sprint et de pouvoir faire le petit calcul qu'on avait tout à l'heure, de regarder, ok, donc en début de sprint, on avait ce contexte-là, on avait ces informations-là, qu'est-ce qui se passe en fin de sprint ? Et par exemple, on vous parlait tout à l'heure du PO qui s'est fait un petit peu enguirlandé par son équipe parce qu'apparemment les US n'étaient pas assez clairs. En fait, peut-être qu'on n'avait pas toutes les informations concernant ce PO-là. Il y a peut-être d'autres choses. En fait, lui, il avait ses informations en début de sprint et nous, on avait nos informations en début de sprint, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui ressortent de là. Donc l'idée, ça va être de se poser la question là-dessus. En fait, on part aussi d'un postulat. Il y a des fans de Star Trek dans la classe. Vous savez, je suis toujours là. À l'école, toi. Des fans de Star Trek. Ah non, là, je me sens seul, là. Ok, donc Star Trek comme Star Wars, un peu dans le même genre. Et en fait, il y avait le directif premier, c'est-à-dire la règle principale dans le Star Trek. Et à partir de là, en fait, il y a Norman Kate qui a édité une règle pour nous, les agilistes, en disant que chacun a fait le meilleur travail qu'il a pu, compte tenu de ce qu'il savait à l'époque, de ses compétences et capacités, des ressources disponibles et de la situation actuelle. Donc si on part avec ce principe-là, et dans la rétrospective, et que chacun a ça dans l'esprit, on va approcher les choses différemment, on va approcher les erreurs différemment, et on va approcher la communication différemment. Et justement, Éline, là-dessus, tu as un modèle à nous présenter. Oui, et je rajouterais quelque chose sur cette Prime Directive, c'est que en tant que... Alors je ne sais pas combien de personnes sont coach ou agents du changement dans la salle, à main levée. Ok. C'est important de poser le cadre en fait, en rétrospective, etc., de rappeler en fait ce type de principe pour justement poser un espace de sécurité et de faire en sorte que derrière, on puisse aller plonger dans notre rapport à l'erreur et faire en sorte d'avoir les bonnes discussions avec l'équipe. Et donc, la troisième chose après s'être dissocié, avoir discuté avec son erreur, enfin la deuxième chose pour continuer, ça va être de se dissocier dans le cadre d'un sprint
Et donc là, on a Adam Grant qui nous dit, en fait, si on regarde un an plus tôt et qu'on se dit pas qu'est-ce que j'étais stupide par rapport à ce que j'ai fait, c'est qu'on n'a rien compris. Et donc voilà, l'idée, ça va être de vraiment se dissocier de ce qu'on était en début d'une phase à là où on est maintenant et d'essayer de prendre du recul ou d'essayer de le faire prendre à vos équipes pour essayer de se mettre en mouvement et de se dissocier des erreurs qu'on a faites et de pouvoir discuter de manière apaisée et pas en conflictuelle par rapport aux erreurs, parce que parfois, je suppose que vous avez déjà dû voir ça aussi, les rétros, ça peut partir un peu en cacahuète, il peut y avoir des conflits, etc. Donc ça peut être difficile à gérer, mais voilà, l'idée est là. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, juste comme ça, là, tranquillement, comme on est entre nous. Si vous dites rétrospectivement là, vous pensez à vous, il y a un an, et vous avez fait un certain nombre d'apprentissages, est-ce que quand vous êtes assis tout seul quelque part en train de réfléchir, est-ce que ça vous arrive, vous, de dire, voilà, qu'est-ce que j'étais bête alors il y a un an, sur ce truc-là précisément, pas sur tout, mais ça, voilà ce que j'ai appris. Ça me fait écho à l'atelier sur le feedback tout à l'heure. Oui. Où, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé typiquement à chaud donner un feedback à quelqu'un, alors que la personne, je ne lui avais pas demandé si c'était OK pour elle de le recevoir tout de suite. Je ne l'ai pas forcément fait dans les bonnes formes. Et si c'était à refaire, j'utiliserais un outil que tu as certainement dû présenter tout à l'heure, qu'on va réaborder là. Mais il y a des choses comme ça qui... Donc, ici, en fait, l'idée, c'est chaque personne, comme on se dit, voilà, comment j'étais stupide il y a un an, ou qu'est-ce que je ne savais pas et j'ai appris, sans se dire nécessairement que j'étais stupide. L'idée, c'est de dire, voilà, par rapport à cette erreur, voilà quelle était ma situation il y a 2 semaines, 2 mois, 6 mois, je ne sais pas à quel moment, vous vous positionnez dans le temps. Et ça, c'est le mois passé. On arrive à se le représenter dans une situation bien précise avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Et moi, maintenant, ayant grandi, appris de mon erreur, appris de ce passage, et donc, pour pouvoir vraiment traiter l'erreur, il faudra arriver à se séparer et faire cette distance et cette représentation en se disant, voilà, ça c'est moi passé, comment j'étais, et maintenant j'ai évolué, j'ai appris de mon erreur. Et pas hésiter, encore une fois, si on se positionne en tant qu'un groupe, matérialiser ces choses, par exemple, écrire, en fait, reprendre un schéma comme ça et l'écrire auprès de l'équipe pour vraiment leur matérialiser. Voilà, vous aviez tel contexte au début de sprint, aujourd'hui on a tel contexte, l'écart entre les deux, il s'est passé plein de choses, on peut le matérialiser, c'est OK, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? On bifurque, on s'améliore, qu'est-ce qu'on fait? Ok, alors pour ça, il y a une approche que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'approche narrative. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce qu'on formule les choses en partant de l'idée qu'en fait, une personne n'est pas l'erreur. L'erreur est l'erreur, et la personne, elle est là, c'est un individu. D'accord? Donc il faut arriver à les dissocier. Et une fois qu'on a dissocié, on va plus parler de l'erreur que de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, ici, un développeur qui dit « mais je n'ai pas eu les données à temps pour finir l'US ». On lui pose « ah ouais, mais t'es en retard, t'as pas fini, etc. » Et lui, il va répondre, bah oui, mais moi, j'ai pas eu les données, et puis qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai pas pu finir. En reformulant, en fait, c'est une non-disponibilité, donc probablement quelque chose à revoir au niveau des process qui va permettre de mettre, de rendre disponibles les données, qui va faire que on va pouvoir trouver la solution. Donc, si on l'aborde de cet angle-là, au lieu de dire oui, mais tu n'as pas été capable de communiquer, tu n'as pas été capable d'envoyer d'emails, ou pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, on va dire ok, c'est bien ça le problème. Le problème, c'est le non-disponibilité des données. Et à partir de là, on va commencer à travailler sur le process qui permet d'avoir les données plus facilement, plutôt que d'être orienté sur la personne. Donc, l'approche narrative, en fait, nous permet de faire ça. Chaque fois, différencier la personne de l'erreur. J'ai animé un atelier sans obtenir de réels résultats, eh bien peut-être que l'objectif de l'atelier n'était pas clairement défini. Et donc, en me séparant du fait que c'est moi qui n'ai pas eu les résultats et moi j'étais mauvais en tant qu'animateur,
séparant ça et regarder pourquoi est-ce que les résultats n'étaient pas là. Et bien, peut-être qu'on n'a pas clairement défini les objectifs. Et de la même manière, un PO, par exemple, pourrait dire que moi, je n'arrive pas à dire non. Vous savez, il y a plein de gens qui me demandent, voilà, il y a pas mal de demandes qui arrivent, des US que je suis obligé de faire, je les mets même pendant le sprint. Ok, mais moi, je n'arrive pas à dire non. Il est où le problème? Pourquoi est-ce qu'un PO ne pourrait pas dire non? Parce qu'il n'a pas le droit. Ok? Pourquoi il n'aurait pas le droit? Exactement. Et si tout est urgent, ça veut dire que rien n'est priorisé. Rien n'est urgent en fait, donc rien n'est priorisé. Donc ça veut dire que c'est plus un problème de priorisation que sa capacité à dire oui ou non. Voyez? Donc en retournant, en isolant la personne de l'erreur qui est en train d'être commise, en fait, on arrive à traiter l'erreur et on laisse tranquille la personne. Okay. L'autre approche aussi possible, sur le prochain slide, ok. De la même manière, en fait, on peut aussi, d'un point de vue culturel, commencer à changer le vocabulaire dans l'entreprise. Alors, je vois dans vos yeux que ça paraît un peu simpliste comme ça, de changer le vocabulaire. Finalement, qu'est-ce que ça changera? Je prends comme le sujet l'erreur, droit à l'erreur ou droit à l'essai. Quelle est la différence que vous voyez là-dedans? Développer. Ok. Ok. Et si vous êtes manager et que vous diriez quoi à votre collaborateur? Vous direz droit à l'erreur ou droit à l'essai? C'était quoi? Coûte pas? Intéressant. Ok. Non, mais en fait, c'est ça le problème. C'est vrai ce que tu dis. Le truc, c'est que quand on dit droit à l'erreur, on dit droit à l'erreur parce qu'en fait, on a dans la tête, si je lui laisse faire des erreurs, combien il me coûte? D'accord? L'autre question, ça pourrait être droit à l'essai. C'est-à-dire, quel est le terrain de jeu sur lequel il peut jouer? Où est-ce qu'il peut faire des essais? Et si jamais il se trompe, en réalité, combien ça nous coûte? Mais il faut aussi mettre en perspective qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que lui apprend, qu'est-ce que l'équipe apprend, qu'est-ce que l'entreprise apprend. Donc en fait, c'est une question, c'est pas simplement changer de vocabulaire, c'est aussi changer l'approche par rapport à ce qu'on appelle l'erreur, parce que c'est ce que je vous disais depuis le début, l'erreur est perçue comme étant quelque chose d'extrêmement négatif. En réalité, ce qu'on vous invite à faire, c'est changer l'approche par rapport à l'erreur et donner droit à l'essai. Et finalement, en fait, on se rend compte que ça ne coûte vraiment pas cher. Parce que si vous ne donnez pas droit à l'essai, la personne va continuer à faire des erreurs. Et c'est intéressant de calculer combien ça nous coûte ces erreurs-là. Alors que si vous lui donnez un terrain de jeu dans lequel il peut faire des essais, faire de l'apprentissage, même s'il se trompe de temps en temps, eh ben, ça nous coûte beaucoup moins cher. Autre possibilité, c'est bon, ben voilà, réussite, erreur ou essai, ajustement. Ou bien, on a raté notre sprint, c'est un échec. Décalage avec un objectif, comment l'équipe pourrait le réduire ou l'atténuer? Donc en fait, on n'a pas raté le sprint, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé au début, mais on a peut-être atteint à 70%. Donc déjà, ces 70% sont à célébrer. Et après, on va pouvoir regarder, ok, on avait dit qu'on sortait, je ne sais pas moi, 30 US, et là on n'en a sorti que 25. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas réussi à sortir les 5? Et on a quand même réussi à sortir 25. Vous voyez, l'approche est complètement différente. Il va falloir que je sorte une histoire, parce que là, je réussis vraiment à vous endormir. D'accord? J'ajouterais quelque chose par rapport à ce que tu partages. C'est important en tant qu'agent du changement, je pense, d'acculturer un peu les équipes à même essayer en fait de changer, de leur donner peut-être parfois des petits exercices ou soi-même essayer de faire cet exercice-là, un peu parfois de changer son vocabulaire. C'est pas simple, hein, mais en tout cas, je pense que ouais, en tant qu'agent du changement, c'est important d'être le porteur de ce type de petits changements. Mais en fait, le langage, ça a énormément d'impact
sur les personnes, et on est des personnes en fait dans les équipes. Donc voilà, en fait à la base, pour tout vous dire, avec Navid, on était parti sur vous proposer des solutions orientées uniquement sur le langage, parce qu'on trouve qu'il y a énormément de choses qui jouent à propos de ça. D'ailleurs, une autre chose à propos du langage, ça va être la CNV. Peut-être que vous en avez déjà un petit peu parlé ce midi par rapport au feedback, mais la communication non violente fait partie aussi d'un mode de communication, enfin de langage, pardon. L'idée, ça va être un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, plutôt que de parler des personnes et des process, enfin de parler des personnes, puis de parler des process. Là, ça va être en fait essayer de revenir à soi par rapport à une problématique, essayer de orienter en fait la problématique, ce qu'on a observé par rapport à ses sentiments, son besoin, et exprimer une demande claire. Donc là, ce qui peut être fait, c'est vous-même, en tant qu'individu d'une équipe ou autre, essayer de vous exercer à donner des feedbacks ou apprendre en fait à votre équipe à le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que coach agile d'équipe, de avoir des personnes qui viennent me voir, elles sont en conflit avec d'autres personnes, et plutôt que ça éclate en pleine rétro, de faire un one-one avec l'une et de lui dire « Ok, tu as ce type de framework, templates pour faire un feedback. » Essaye de t'entraîner. Alors, c'est pas forcément facile au départ. Parfois, on a du mal à se connecter à ses sentiments, etc. Mais au fur et à mesure du temps, on s'y fait. Et en fait, ce qui se passe souvent, d'ailleurs, là, quand je l'avais fait, c'était un peu l'histoire du le PO, ces US ne sont pas clairs. La personne qui a fait le feedback au PO s'est rendu compte qu'en fait, le PO avait plus que ça comme problème. Enfin, c'est pas que ces US n'étaient pas clairs, c'est qu'il y avait d'autres problèmes sous-jacents. Et le fait de leur exprimer ses sentiments, que lui, il se sentait frustré en tant que développeur parce qu'il n'avait pas terminé le sprint, et que le PO lui a dit ok, mais en fait c'est pas de ma faute, entièrement de ma faute, ça a déclenché en fait une empathie on va dire respective, et du coup voilà, ça peut déclencher des choses en fait. Oui, tu parlais de feedback tout à l'heure, on Oui. était dans l'atelier avec Saïbat aussi tout à l'heure. Tous les feedbacks ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. On nous a fait un feedback à tous les deux, c'est que quand vous êtes sur scène et que vous parlez là, vous n'êtes pas souriant. D'accord. Oups. Et donc en fait, avant de commencer, on s'est dit, mais alors on va parler en souriant. Et en fait, c'était très compliqué. Oui. On a bien essayé, mais tous les feedbacks ne marchaient pas tout de suite. Donc pour la prochaine fois, on va essayer de prendre le rythme, on va s'adapter, on va essayer de parler en souriant. C'est ça, comme ça. N'est-ce pas? Oui. Je te propose de faire ça jusqu'à la fin du coup. Oui, tu vas voir. Un autre outil qui peut être aussi utilisé pour vous ou vos équipes, je ne sais pas si vous connaissez Radical Candor. Radical Candor, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est alors une méthode, un principe. C'est en fait issu d'un livre de Kim Scott, qui était manager, leader dans de grandes entreprises telles que Apple, etc., qui a écrit un livre sur le leadership et qui propose en fait dans ses pratiques d'être doux avec les gens et dur avec les personnes, et de créer en fait un environnement de franchise. Alors avec les problèmes, parce que vite fait, t'as dit j'ai dit l'inverse. Oui, je me suis emmêlée. En fait, pour tout vous dire, j'ai eu une formation hier avec une RTE. Ça parle à tout le monde, les RTE. Enfin, c'était pas elle qui me donnait la formation. Mais elle m'a dit qu'elle était dure avec les personnes et dure avec les problèmes. Du coup, ça m'est resté, je pense. Je suis un petit peu... voilà, enfin bref, fermeture de la parenthèse. Et du coup, grâce à Radical Candor et plusieurs exercices que je vais un petit peu vous citer là, l'idée, ça va être de challenger les personnes directement, parce que c'est pas forcément toujours bien de rester aussi dans ce qu'on appelle une ruinous empathy, c'est-à-dire de rien dire en fait. On voit des choses qui se passent. C'est un peu souvent ce qu'on reproche. Je sais, Pablo, il est pas là, non. Je sais que Pablo aime bien reprocher au Scrum Master d'être trop bienveillant. Et parfois, en fait, c'est pas forcément... Alors, moi, je suis personnellement Scrum Master et je ne me considère pas comme étant trop bienveillante, mais ça peut être le cas, en fait. Parfois, les gens n'osent pas challenger les personnes pour leur faire du mal, parce qu'elles ont peur de leur faire du mal, alors que parfois, en fait, en ne faisant pas de feedback, on est carrément, en fait, on ne rend pas service aux personnes. Donc là, ce que Kim Scott, elle propose, c'est de... challenger les personnes directement tout en faisant attention à elles, donc c'est-à-dire de le faire dans un cadre quand même bienveillant, en utilisant par exemple OSBD que je vous ai montré tout à l'heure.
Et pour cela, elle propose justement des pratiques, parmi donc celles-ci que je vais citer, il y en a plein d'autres. Mais la première, ça va être de partager sur soi, de donner en fait l'exemple justement être à l'écoute des feedbacks et les entendre. Écouter pour comprendre et non pour répondre, c'est-à-dire voilà, on a quelque chose qu'on nous dit, on n'est pas là pour, enfin si par exemple on nous fait un retour, un feedback, on n'est pas là pour répondre frontalement à ce feedback-là, mais on est là plutôt pour le comprendre les motivations de l'autre, donc être en empathie. Par exemple, demander un feedback pour être plus en empathie comme tout à l'heure. Demander de la critique, donc demander du feedback et montrer qu'on en a pris en compte. On n'est pas obligé de tous les prendre en compte, mais montrer qu'on en prend certains en compte, ceux qui nous semblent OK. Et donner aussi des feedbacks, donc elle appelle ça des critiques, et encourager les feedbacks entre les personnes. Dans son livre, elle propose même des exercices où vous pouvez proposer à vos équipes ou à vous-même en fait, des tableaux où vous notez telle personne a donné X feedback, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont pratico-pratiques, qui sont intéressantes. Et un autre outil, alors je ne sais pas si vous avez été voir tout à l'heure Alexis qui parlait de la systémie, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été, mais j'aime bien utiliser aussi la systémie avec les équipes pour leur faire visualiser et prendre conscience de ce qui se passe, des dynamiques dans une équipe. Et notamment pour ça, il y a ce qu'on appelle des boucles systémiques en fait, qui vont montrer les dynamiques qui se passent. Par exemple, donc là, on avait l'équipe qui n'avait pas atteint son objectif et on pensait que du coup, ça démotive forcément l'équipe qui du coup est démotivée et réussit de moins en moins ses objectifs. Donc là, on va avoir en fait ce qu'on appelle une boucle rétroactive, systémique rétroactive, donc +2 et engendre +2. Et forcément, si l'équipe n'atteint pas son objectif, c'est parce que le PO, il était en retard et lui, il doit justifier son retard, ce qui fait qu'il rédige encore plus dans la précipitation ses futurs US, que les devs, ils comprennent encore moins les US, que les devs, ils mettent encore plus de temps, et du coup, on atteint encore moins nos objectifs, et l'équipe, elle est démotivée parce que le PO, il se replie sur lui-même. Enfin bon, bref, vous voyez un peu l'histoire. L'idée, ça va être de poser en fait les boucles qui se passent dans une problématique pour faire prendre conscience à l'équipe de ce qui se passe réellement en fait, et que peut-être ce qu'ils observent en tant qu'individu, les erreurs qu'ils ont pu observer, elles ne sont pas forcément liées à un individu, mais ça fait partie d'un système, et que il faut peut-être faire un petit peu un pas de côté, se dissocier de justement les erreurs qu'on fait individuellement et les repenser de manière un peu plus globale. Encore, voilà. C'est que le système était complexe. Toujours complexe, un système. Et la personne prise dans le système, en fait, on a tendance à blâmer la personne, alors que, comme on a partagé avec vous, dissocier la personne de l'erreur et essayer de voir plus large. Je vais reprendre la question en fait qu'on avait laissée tout à l'heure. C'est pourquoi est-ce qu'il a eu droit, Andrew au standing ovation? Je reviens sur la scène, on repart en 1991. Et donc là, il vient d'expliquer, en fait, non seulement il vient de dire que l'étoile a disparu, en fait, pardon, la planète a disparu, okay, mais en fait, il vient aussi de leur expliquer, parce qu'il ne peut pas rester là, il leur explique ce qui s'est passé donc avec des modèles mathématiques, avec toute la recherche que son équipe a fait ces derniers jours, et donc il est arrivé avec. Et en fait, il leur explique qu'avec toutes ces données qu'on avait à traiter, on avait la tête prise dans ces données-là, et on a vraiment fait une erreur de débutant, c'est qu'on a confondu l'orbite terrestre. On l'a pris comme étant circulaire, alors qu'on sait que l'orbite de la Terre autour du Soleil est légèrement elliptique. Et cette vraiment petite erreur de base, ce détail, a faussé tout le calcul. En faisant ça, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de leur dire, mais en fait, vous qui êtes tous scientifiques, vous faites aussi des calculs, vous faites des recherches. Donc vous voyez dans quoi j'étais pris? Donc il les transporte mentalement dans un état où lui se trouvait, où son équipe se trouvait. Et en faisant ça, il crée un lien avec eux et maintenant, il les rend disponibles à comprendre son problème à lui et pourquoi est-ce qu'il s'est planté, pourquoi est-ce que son équipe s'est plantée. D'accord? Donc, encore une fois, question de communication, question de langage, question d'engagement avec l'autre. Et eux, ayant compris, mais oui, avec toutes ces données qu'il était en train de manipuler,
ok, ça doit arriver de faire une erreur basique, et ils nous ont fait disparaître la planète tout entière. C'est pour ça, en fait, qu'ils lui ont fait un standing ovation, parce qu'il a pu se lier à eux, et ils ont pu comprendre comment ça s'est passé. Ok? Du coup, on vous a donné une première étape, se dissocier de son erreur, d'accord? Soi-même être confortable avec son erreur, c'est pas grave, on en fait. Donc ça, c'était la première étape. Une fois qu'on a réussi à se dissocier et se dire, aucun problème, moi je peux faire des erreurs, voilà mon erreur, maintenant je peux analyser mon erreur, je peux discuter avec mon erreur. D'accord? La troisième chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense que maintenant qu'on a fait ça, il va bien falloir se mettre en mouvement, hein. Donc, une fois que vous êtes dissocié, que vous avez discuté avec cette erreur, l'idée, ça va être de se réassocier avec son erreur. Et pour ça, on va faire un saut dans le temps. Ah oui, on va en faire plein des sauts dans le temps. En fait, à la fin de chaque rétrospectif, avec quoi on sort quand on a des plans d'amélioration, etc. On sort avec un plan d'action. Ça va y suivre encore. D'accord? Donc, on sort tous avec des plans d'action. Seulement 2 semaines après ou 3 semaines après, ça dépend de la longueur de votre sprint, tout le monde se réunit et on s'aperçoit que le plan d'action a été pas fait. D'accord? Donc, même si on a bien réussi à analyser, même si la communication se passe bien, on sort avec un plan d'action et le plan d'action, en fait, on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Pourquoi? Et pour ça aussi, on s'est inspiré toujours de la même personne. Charles Pépin? Non, l'autre, là, celui, comment il s'appelait là? Adam Grant? Adam Grant, Ah oui. d'accord. Adam Grant, on s'est inspiré de lui. Et en fait, l'idée, cette fois-ci, ce n'est pas de s'associer avec le mois passé, mais se projeter dans le mois futur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ils ont fumé quelque chose ou quoi, là? Mois passé, mois futur. Eh bien, mois futur, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Là, il y a la conférence Agile Niort, on est là, d'accord? On a été invité il y a 2 mois, et moi, 2 mois, c'est très long. Il y a plein de choses qui se passent, il y a de l'eau qui passe sous les ponts, etc. Il y a des nuages et tout ça. Et il y a plein de réunions qui se passent. Et en fait, il faut préparer la conférence. Et préparer, ça veut dire aussi voir tout ce qui va se passer sur ces 2 jours-là, pendant que je suis ici, mes équipes que je suis en train de coacher, l'entreprise, le client, eh ben, il faut les prévenir. Il faut leur prévenir que je m'en vais. Il faut préparer son bagage, il faut préparer pas mal de choses. Notamment, comment est-ce qu'on va faire pour que les slides soient bien projetés et qu'on ne passe pas 1 heure à t'embêter. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de me projeter dans le futur, même avec ce que je vous propose là. Et donc, comme ça, plus je m'approche du temps, plus je m'approche du moment de l'Agile Tour Niort, plus je me rends compte, mais ah oui, mais mince, il fallait que j'annule cet atelier que j'avais prévu pour jeudi après-midi parce que je ne serai pas là. Et plus je m'approche, je me rends compte que j'ai promis telle et telle chose à cette personne, il faut que je change aussi. D'accord? Si je me projetais suffisamment en avance, eh ben en fait, je ne mettrais déjà pas ces ateliers-là en place. Si je me projetais suffisamment en avance, je préparerais mes conférences. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pareil je vais revenir sur le rétrospectif. En fait, quand on sort avec des plans d'action, un plan d'action est associé à des personnes. Chacun part avec une action. Un plan d'action qui n'a pas de ownership, qui n'a pas de propriétaire, c'est juste une liste de courses et on ne sait pas qui va faire les courses. D'accord? Donc, chacun va partir avec un certain nombre d'actions à faire et cette personne devra se projeter pour cette action en se disant quand je l'aurai réalisée, ou au moment où je serai en train de le faire, de quoi j'aurai besoin? Est-ce qu'il y a des dépendances avec d'autres équipes? Est-ce que moi j'ai besoin d'avoir parlé avec un autre collègue, il aura fait telle ou telle chose et à ce moment-là je pourrais faire ça? Donc s'il le planifie suffisamment en avance et qu'il a son mois futur, il se voit en train de travailler sur cette action-là, il va pouvoir se dire oui, mais pour que je puisse travailler convenablement sur cette action, j'ai besoin de ça ou de ça. J'ai besoin d'être à tel endroit, j'ai besoin d'avoir telle information, j'ai besoin d'avoir parlé avec telle ou telle personne.
Et en fait, c'est simplement un exercice de se projeter dans l'avenir et de clarifier de quoi on a besoin. C'est ça. Et du coup, on voulait vous proposer des outils qui permettraient en fait à vos équipes ou à vous-même de vous projeter dans le futur. Donc tout à l'heure, Alexis a parlé de systémie. Il a aussi évoqué les récits, le fait de plus parler de problèmes, mais de récits, d'inventer des récits. Et il a parlé de solution focus. Alors, qu'est-ce que c'est Solution Focus? C'est tout simplement un système de questions qui permet en fait à l'équipe ou à une personne à qui vous questionnez de se tourner vers l'avenir. Ça ressemblerait à quoi par exemple? Ça ressemblerait à la rétro où on a ce problème d'US qui ne sont pas clairs et toute l'équipe pense que ça vient de là. De leur demander, ok, dans ce cas-là, à quoi ça ressemblerait un sprint où les US sont clairs? Et là, en fait, ça permet de dérouler un petit peu l'état désiré futur et de réduire en fait cet écart dont on parle depuis tout à l'heure entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé. La rétrospective, qui est peut-être connue par beaucoup d'entre vous, mais qu'on avait envie de remettre ici sous le format de future perspective pour encourager justement l'équipe, encore une fois, à se projeter vers l'avenir et sortir un petit peu de l'état d'inertie parfois qu'on a sur le moment T et sur le rapport à l'erreur. Et un autre outil que j'aime beaucoup, que je découvre encore un petit peu, c'est le Queen Language, pour justement aider en fait les équipes et les personnes à parler dans une équipe et justement sortir des problèmes, des erreurs qu'elles peuvent faire entre elles et plutôt avoir une parole neutre. En fait, le Clean Language, c'est vraiment une hygiène de parole, de faire en sorte que, un petit peu comme ce que Navid vous montrait tout à l'heure, de ne plus parler de problèmes, mais vraiment de reprendre des choses neutres et de parler de manière propre sans venir mettre de jugement dans vos paroles. Donc en résumé, ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui comme un petit peu tout le kit pour justement aider vous-même ou vos équipes à se réapproprier leur rapport avec l'erreur, c'était de se dissocier dans un premier temps de son erreur. C'est pas un exercice qui peut être facile, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais voilà, vous pouvez utiliser des visuels ou des choses comme ça pour vraiment matérialiser l'état N-1 et l'état actuel et puis l'écart entre les deux et de voir tout ce qui s'est passé, voir un petit peu ensuite dans ce labyrinthe-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'améliore, on bifurque ou qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, de se réapproprier en fait le futur en utilisant des techniques comme ce qu'on vient de vous montrer. Il y en a plein d'autres, mais ça peut faire partie de ce que vous pouvez utiliser. Et donc, du coup, tout ça, sur le slide suivant, ça se passe dans un environnement de confiance. C'est là qu'on avait commencé, l'enfant souriant avec la mère, le père. Et dans un cadre de sécurité psychologique. Tout est basé là-dessus. Si vous arrivez à instaurer de la confiance avec votre équipe, les erreurs, vous pourrez en parler justement en toute confiance, en toute sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Une chose dont on s'est assuré avec l'équipe technique, c'est que le standing ovation, vous vous souvenez? Dans la vidéo, il la colle à la fin. Ou alors vous pouvez le refaire en vrai. Ou bien vous pouvez le refaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.